Voilà, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct sur TikTok et on va te faire monter, tu vas nous raconter ton histoire. Ici, on ne mentionne pas le nom des gens. On n'est pas là pour, ce n'est pas la justice, là, c'est pas on n'est pas là pour dire, ok, tonton Gilbert m'avait tapé hier. Non, 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 non. Ici, on raconte uniquement les histoires et puis on prend les noms d'emprunt. Si c'est Stéphane qui a fait le truc, tu peux dire, il y avait un Dieu donné qui a fait ci, qui a fait ça. Point. On ne va pas entrer dans la vie privée des gens parce que on n'est pas là pour ça. Le but est de sensibiliser. C'est pas ici de venir accuser les gens que machin, patati patata. Hein? Voilà. Donc, ceux qui ont les histoires peuvent déjà envoyer leur demande et on va les faire monter maintenant. Et puis, ça va commencer. Ah, Tu m'entends maintenant? oui, très bien. J'ai l'impression que il y a toujours l'écho. Non, on t'entend bien. Très bien ici. Ah, d'accord. C'est comment alors DMG? Ça va très bien, toi-même. Ah, je suis là. Je suis honorée. DMG, je vais te dire un truc. Tu sais qu'au début, tes histoires me faisaient peur. Je dormais, je faisais les cauchemars. J'ai fui tes vidéos pendant un temps. J'ai dit que les histoires que les gens viennent raconter ici, là, je dormais mal. En plus, je vis seule. Donc, tu peux imaginer, avec les gens qui racontent les histoires avec les serpents en vallée, ou bien quelqu'un a vomi le serpent. Aïe, j'avais peur. Mais bon, après, je me suis habituée. Bon, je vais raconter une petite histoire. Ça concerne une connaissance à nous, personnellement, dans la famille, qui a eu une petite histoire mystique, quoi. Donc, en fait, il s'agissait d'un tonton à nous qui avait pour habitude, vous voyez, je ne sais pas si les gens, ceux qui vont se retrouver au niveau de deux églises là, à Douala, il y a, comment on les appelle, les gens qui demandent l'argent tout le temps là. Il y a il y a les enfants, les parents, les familles, ils viennent des pays un peu bizarres comme ça. Je connais plus trop les noms. Et puis, mon tonton là avait pour habitude de donner l'argent là-bas et tout. Il vendait au marché central. Donc, en rentrant, il donnait toujours les petites pièces et tout. Son affaire, franchement, était quand même assez fructueuse. Et puis, en rentrant, quand il prenait son taxi, il donnait toujours les 100 francs, les 200. Un jour, donc, il a donné 125, je pense, si j'ai bonne mémoire, à un enfant. Toujours au niveau de deux églises là où il y avait la Total. Il y avait une station de service, voilà. Et puis, il y avait un enfant là-bas, il a demandé un peu d'argent, il a donné 125. 2 semaines après, mon tonton là, il commence à avoir d'abord ses affaires chutées. Donc, il ne vendait plus bien comme avant. Après, il commence à avoir des petites maladies. Donc, à chaque fois qu'un 10 000, 20 000 va entrer, ça va fuir. Du moins, ça va aller dans les soins et tout, jusqu'à ce qu'il fasse faillite. Donc, il était devenu, comme on dit chez nous, élan. Donc, il n'avait plus rien. Et un jour comme ça, il continuait toujours à aller au marché. Un jour comme ça, il était donc au niveau du lycée des jeunes filles à l'époque. On appelait ça le lycée des jeunes filles. Il attendait donc le cargo. Parce qu'à l'époque, là-bas, il y avait les cargos de 100 francs là. Vu qu'il n'avait plus les moyens de prendre le taxi. Un vieux papa passe à côté de lui. Et lui dit, mon fils, viens un peu s'il te plaît, viens m'aider. Il est donc allé aider le papa. Le papa, en aidant le papa lui dit, mon fils, je vois que tu as beaucoup de problèmes. Mon tonton le regarde d'abord, il dit que, oui, mais papa, comment tu sais ça? Il dit, je suis en train de voir que tu as les problèmes. Et ton problème vient du fait que tu aides beaucoup les gens. Il dit, oui, papa, c'est vrai, j'ai des problèmes. Et tout, il a commencé à expliquer au papa comme ça. Et le papa lui dit donc que, souviens-toi bien, un jour, tu as donné 125 francs
à un enfant au niveau de la station ici devant, vu que de l'endroit où il était à la station, ce n'était pas loin. Il lui dit, oui, je ne me rappelle plus. Le papa dit, réfléchis bien. Tu avais donné 125, très précisément, à un enfant au niveau de la station. C'est là où il dit à mon tonton que, ok, va réfléchir. Si tu te rappelles, reviens-moi. Tu vas toujours me voir à cet endroit-ci. Mon tonton va, et puis 3 jours plus tard, il revient. Il cherche encore le papa là à nouveau. Et il dit, effectivement, je me rappelle, j'avais donné de l'argent à cet enfant. Il dit, ok, je te dis donc ce qui s'est passé. L'enfant en question, c'était pas vraiment un enfant, c'était un esprit qui a pris ton argent et est parti travailler. C'est pour ça que tu te retrouves dans les problèmes. Essaye de tout faire. Tu trouves cet enfant-là. Tant que tu ne trouves pas l'enfant-là et tu ne retrouves pas tes 125, dont tes précis 125 que tu avais donné à l'enfant-là, on ne peut pas t'aider. C'est donc comme ça que mon oncle a vraiment beaucoup prié pour que l'enfant-là apparaisse comme ça. Un jour, en marchant à l'école publique, là-bas au niveau du lycée de Dedo, il tamponne l'enfant là, il a donc attrapé l'enfant là pour amener chez le papa. C'est là où le papa lui demande donc pourquoi tu as fait ça et tout. Et apparemment, c'était quelque chose qui passait le temps à faire aux gens. Donc, au passant, tu l'aides comme ça et puis il va prendre ce que tu l'as appris pour l'aider avec. Il va aller travailler dessus. Ça fait que tu n'as plus rien. C'est comme ça que mon tonton là a pu quand même... C'est vrai que ce n'est plus comme avant, mais au moins il savait d'où venait sa chute, tu vois. Donc la morale de l'histoire quand même, c'est très souvent quand on veut donner, même à des gens comme on a l'habitude de faire, d'être en route, il faut d'abord prier dessus. Parce que si on prie dessus quand même, je pense que ça va briser même, ne serait-ce que l'envie de vouloir faire du mal avec l'objet que tu veux aider. Moi c'était ma petite histoire. D'accord, merci beaucoup Beauty Kamer pour l'histoire. Il n'y a pas de quoi. Je montrerai pour d'autres petites histoires comme ça que j'ai vécues dans ma famille et tout. Ok, bye bye. D'accord, merci. On reste dans les commentaires. Super. Et pour aussi ajouter sur son histoire là, j'ai souvent une question que je me pose. Est-ce que en donnant réellement les 100 francs ou 200 ou 500 à quelqu'un qui mendie régulièrement, c'est-à-dire que c'est son activité à lui, qui vient là chaque jour mendier, est-ce que ça peut vraiment l'aider, cette personne-là? Si vous avez les réponses, laissez aussi en commentaire. Parce que moi, si je veux réellement aider quelqu'un qui mendie chaque jour, je ne vais pas, en tout cas, c'est mon point de vue, donner 100 francs ou 200. Je préfère déjà essayer de voir si la personne a un problème mental, essayer de voir si la personne peut faire quelque chose. Parce que c'est ça aussi. Sinon, quelqu'un qui va s'asseoir chaque jour, 24 heures sur 24, à demander 100 francs, 200 chez 50 personnes. Donc, c'est devenu carrément un job. Hein. C'est la magie. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien, merci. D'accord. En tout cas, je ne serai pas longue, hein, juste pour raconter l'histoire que ma grande sœur m'avait fait part. Bon, D'accord. je ne vais pas être longue. Elle m'a raconté, c'était l'histoire d'une de ses anciennes amies, je peux dire connaissances, camarades. Ils ont fait le lycée ensemble et tout. Maintenant, vous savez qu'après le bac, souvent c'est difficile pour certains élèves et tout de trouver l'emploi et tout. Donc du coup, après le bac, elle ne faisait rien, elle était à la maison et tout. Et ma grande sœur à moi gérait un bar. Et tout le temps, il y avait un papa qui venait, tout le temps, il venait boire, tout le temps. Il était toujours dans une bière, il part au trop 2 bières, il ne durait pas. Mais à chaque fois qu'il venait, il disait à ma grande sœur qui était la serveuse que il avait besoin d'une personne pour garder son enfant parce que où il travaillait, il était vraiment occupé. Après, du coup, avec les multiples problèmes que sa copine racontait, elle essayait de lui parler de ça un jour. Maintenant, après, quand elle lui a parlé de ça, quand elle a laissé son numéro, quand
L'homme est revenu, elle lui a remis le numéro de sa copine, donc ma grande sœur. Elle a remis le numéro de sa copine à l'homme en question, ils ont fait un rendez-vous et tout, il a parlé que le salaire était abordable, donc elle s'est même pas plainte. C'était juste pour garder l'enfant le temps qu'il partait au travail, qu'il était tout le temps occupé, le jour, la nuit, il n'avait pas le temps. Et il avait donné des conditions à la copine de ma grande sœur. Et les conditions étaient que quand elle vient pour s'occuper de l'enfant, elle prépare, elle met la nourriture, elle sert la nourriture, elle le met, elle fait passer sous la porte. Elle fait passer sous la porte, mais qu'elle n'ouvre pas la porte. Elle ne doit jamais ouvrir la porte. Et à un moment donné, la copine de ma grande sœur se plaignait pas, elle faisait. Et même quand il fallait faire prendre le bain à l'enfant, vu qu'elle n'avait jamais vu. Donc, quand il fallait faire prendre le bain, l'enfant en question partait se cacher. Elle rentrait dans la chambre, elle faisait couler le bain. Et le patron lui avait donné la condition qu'après faire couler le bain, elle devait faire sortir tout le linge des armoires, faire sortir le linge des placards et tout, et étaler ça au sol, genre comme une sorte de nid. Elle devait laisser ça au sol. Et la copine de ma grande soeur faisait sans se plaindre, mais elle se disait qu'attends, mais c'est quel enfant que moi je garde, je nourris, je fais couler les bains que je ne vois jamais. Pourtant, elle entendait les bruits dans la chambre et tout, l'enfant jouait, ça courait. Après un jour, par curiosité, elle a décidé, après faire couler le bain, elle a décidé de ne pas fermer la porte, vouloir venir guetter après. Donc après, elle a fait sa routine, elle a fait couler le bain, elle a étalé le linge comme d'habitude au sol, elle a éparpillé, elle a déposé. Quelques minutes après, elle a attendu. Après, quand elle est revenue vers la porte, faisant de guetter, elle avait même peur. C'est ce que ma grande sœur m'a raconté. En fait, elle n'était pas, je sais pas comment dire ça. Elle n'était pas, en fait, son esprit n'était pas là, mais elle voulait forcément voir, Après, du coup, elle a ouvert la porte doucement, elle s'est mise à ouvrir doucement. Et après, elle a vu un énorme python qui était dans le linge qu'elle avait étalé. Il était dans le linge qu'elle avait étalé et tout. Elle voulait crier, mais dessus, en fait, elle a, comme ma grand-mère m'avait dit, elle avait mis la main sur la bouche pour ne pas éveiller les soupçons. Et après, quand elle a refermé la porte, elle a dit qu'elle était traumatisée avant de sortir de la maison. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à marcher, elle était sur place, elle tremblait. Elle n'arrivait même pas à prendre son téléphone pour appeler les parents ou, je sais pas, appeler son patron. Elle s'est dit que bon, là, il n'y a plus le temps, elle doit sortir de la maison. Et quand elle est sortie de la maison, elle n'a même pas refermé la porte, elle est juste partie comme ça. Et depuis, ma grand-mère me dit que depuis ce jour, elle n'est pas stable. Elle a arrêté ses activités, elle a arrêté l'école. Depuis ce jour, elle ne fait plus rien. En fait, quand on la voit maintenant, elle est comme perturbée. Parce qu'elle dit que ce qu'elle avait vu le jour, elle ne peut jamais oublier ça. Jusqu'à présent. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Bon, je vous laisse. Elle doit avoir un psychologue. Bon, là, je sais pas, avec nous, les familles africaines, là, c'est compliqué. Hein. C'est vrai, certaines personnes l'ont cru, mais d'autres disent que bon, elle a vu ce qu'elle cherchait, elle a vu ce qu'il fait. D'autres disent que non, elle devait pas ouvrir la porte, vu qu'on lui a donné des instructions, elle devait seulement chercher son argent et partir. Donc, c'est compliqué. En tout cas, merci pour l'histoire. Hey Papillon, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir la team. Ouais, Dieu fait grâce, ça va. Ça va maintenant. Voilà, DMG, bon. J'ai deux petites histoires. Tu sais que moi, mes histoires sont pas longues. Hein. Donc, ok. Bon, je te raconte la première. Je vais l'intituler le parfum magique. En fait, c'est une tante. Elle est chansonnière au village. Tu vois, quand il y a les événements, les tantes qui chantent dans les dialectes là. Et c'est ce que ma tante, elle faisait. Mais cette tante-là, quand elle arrive en ville, en tout cas, toutes les maisons où elle passe là, quand elle doit repartir, elle peut repartir avec des millions, quoi. Les gens lui donnent beaucoup d'argent. Quand elle vient t'expliquer son problème, tu ne diras jamais non. Même si tu n'as pas, tu vas toquer à toutes les portes. Si tu dois aller prendre crédit à la banque, tu vas prendre crédit, tu vas lui donner. C'est quand tu pars que tu te rends compte que
Pourquoi je lui ai donné mon argent même? En tout cas, elle est déjà partie, tu ne peux plus reprendre. Donc, un jour, elle est venue et tout à la maison. Elle est venue voir mon papa. Et quand elle vient comme ça, elle dépose ses bagages. Et puis, elle sillonne chez tous les tontons qui ont un peu d'argent là. Et elle devait aller chez un tonton. Donc, elle a dit à ma grande soeur, ah, tu vas m'accompagner là-bas comme je ne connais pas là-bas. Ma grande soeur dit, ok. Donc, ma grande soeur allait prendre sa douche, la première et tout. Elle s'est habillée. Puis, elle attendait la tante. La tante allait prendre sa douche. Et comme la tante durait, elle allait voir, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle est rentrée dans la chambre. La tante est en train de se parfumer. Quand la tante l'a vue, elle a crié. Mais bon, elle ne pouvait plus changer d'avis. Elles sont parties. Mais partout où elles sont passées, là, c'est ma soeur qui a raflé tout son argent. Tous ceux qui la voyaient, mais toi, tu es la fille des temps. Ah, tu as grandi, mais ça fait un bail. Ton papa, il va bien. Ils disent à ma tante, ok, j'ai compris ton problème. Hein. J'ai compris le problème, mais on va voir ça. Et avant de partir, ils disent à ma grande soeur, tiens, toi, tu es en quelle classe maintenant? Tiens, tu mets sur toi. Toutes les coups, elle était en boule quand ils sont rentrés. Après, on a compris en fait que le parfum, il était mystique. Quand elle met le parfum, quand elle demande quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un la voie mettre le parfum en fait. Quand elle demande quelque chose à quelqu'un, la personne ne peut pas refuser. Et du coup, comme ma grande soeur l'a vu mettre le parfum, donc du coup, ce jour-là, c'est elle qui a pris toutes les chances. Ma grande soeur est rentrée avec un paquet d'argent. Elles ont fait au moins 4 à 5 tours. Abidjan, passer chez les gens, tout le monde lui donnait la même réponse. Non, on a compris. C'est que sur le problème que tu as expliqué, tu es encore là, non, il n'y a pas de souci. Quand tu vas, avant de partir, on va te donner. Et avant de partir, ma grande dit, mais c'est bizarre. Ils avaient tous la même réaction. Contents de la voir. Même des gens qui l'avaient vu il n'y avait pas si longtemps, hein, qui étaient contents de la voir. Tiens, tu vas payer tant. Tiens, tu vas payer ton goûter. Ma grande soeur est rentrée ce jour-là au moins 200 000 francs. Elle devait avoir peut-être 15 ou 16 ans. Elle est rentrée avec 200 000 francs. Elle était tellement contente. Depuis ce jour-là, ma tante dit maintenant qu'elle est dans la chambre, là, elle ne veut plus voir quelqu'un tant qu'elle n'est pas sortie. Voilà la première histoire. Je fais quoi? Je raconte la deuxième ou bien je remonte? Vas-y, raconte la deuxième. Ok. La deuxième, en fait, on venait d'aménager dans un quartier de la commune d'Abidjan. Et il y avait un jeune dans le quartier, tu le voyais, un beau garçon, bien. En tout cas, il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Mais les jours où tu le vois, quand il est dans ses bons jours, il est beau, il veut discuter, il avait des... En tout cas, son langage était cohérent, tout et tout. Mais il y a des fois où tu le vois, quand tu lui dis bonjour, il est bizarre, on dirait quelqu'un qui n'est pas trop normal. Donc, j'étais avec une fois des amis, j'ai dit, mais le gars là, il a quoi? Il a quel problème? Il est fou ou quoi? Et mon ami me fait, ah, toi, tu viens d'arriver. Ah ouais, vous venez d'arriver dans le quartier et tout. Tu n'as pas appris l'histoire du gars. J'ai dit non. On dit, ah, une fois, le gars, ils sont allés faire un show avec des amis. Et quand ils sont allés faire les shows, en fait, eux, les parents étaient au campement. Ils avaient des plantations. Donc, du coup, la maison était pour les jeunes. Les parents venaient une fois dans le mois, souvent même 2-3 mois après, les parents venaient. Donc, du coup, eux, ils avaient la maison pour eux. Surtout qu'il y avait les sous et tout. Les parents laissaient les conditions avant de partir. Donc, lui, ils sont partis dans un show. Ils ont croisé une go. Il a fait rentrer la fille. Ils sont restés pendant une semaine. Mais les frères du gars disaient qu'à chaque fois que la fille sortait de la douche, qu'elle se lavait, quand tu rentres juste après elle, tu vois, tu trouves des feuilles séchées. C'est comme quelqu'un qui s'est roulé dans le gazon et qui allait prendre sa douche. Et même le matin. Donc, ils ont dit, ta copine, c'est son affaire là, c'est un peu bizarre quand même. Vous vous roulez, ou bien vos shows là, vous partez faire ça dehors, après vous montez. Mais c'est comment? Parce qu'à chaque fois qu'on monte, la fille est un peu bizarre. Bon, eux sans plus, hein, c'était une fille qui était très belle et tout. Et la fille a fait une semaine et elle est partie. Et elle est partie, elle avait laissé des vêtements, des trucs et tout ça là. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ah! Mais comme elle a expliqué où est-ce qu'elle vivait, ils ont dit, bon, mais la fille a disparu. À l'époque, il n'y avait pas les portables hein, comme aujourd'hui. Là. Mais comme elle avait donné son adresse et tout, ils se sont rendus à son adresse. Donc, quand ils sont arrivés dans son quartier, tout de suite, ils ne repèrent pas la maison. Ils ont croisé des jeunes là. C'est indiqué, juste à ce qui ça arrive vraiment dans le quartier de la fille. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé après la fille, les jeunes là font ça. Vous êtes sûrs? Ou bien, bon, comme elles se ressemblent, certainement que c'est le même nom. Donc, ils ont indiqué la cour. Quand ils sont arrivés, ils ont tapé, ils se sont dit, bon, peut-être que les parents sont sévères. Tu vois, à l'époque, on avait peur. Ils ont tapé, c'est une des sœurs du gars, de la fille qui ouvre. Ah oui, on veut voir, par exemple, j'ai dit quoi, Valentine. Sa sœur tic, vous voulez voir Valentine? Il dit oui, elle appelle une de ses grandes sœurs, revient. Vous voulez voir Valentine comment? Ah,
On veut voir Valentine. Et bon, rentrer, on va voir les vieux. Ils ont voulu fuir, ils étaient 2. Ils ont voulu fuir. Non, rentrer, il n'y a pas de problème. Le vieux n'est pas sévère, rentrer. Donc les gars, ils rentrent. Ils expliquent. On veut voir Valentine. Ils ont pas dit, mais vous voulez voir Valentine comment? Vous avez vu où? Donc Valentine est restée 1 semaine avec nous. Quand le gars, il donne la date. Il dit, ah bon? Ok, il va prendre l'album photo. Faut me montrer Valentine dans les photos là. Et il montre la fille. Le vieux dit, tu l'as vue à combien de temps? Il dit, on va dire 3 semaines, 1 mois. Il dit, ah, ok. Vous êtes en famille? Il dit, oui, nous sommes en famille. Il dit, ah, parce que comme vous êtes des garçons, on peut vous dire les choses. Valentine est décédée. La date où vous l'avez vue, là, c'était l'anniversaire de son décès. Ça faisait 1 an. Elle est décédée dans un accident et en fait, elle a été projetée hors de la voiture. Donc, elle est tombée dans les herbes. Ils ont mis quelques jours même à retrouver le corps. Elle revenait d'un gasoil avec des amis, elle a été projetée. Pourquoi c'est tombé sur vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà l'histoire. Valentine, elle est décédée. La date où vous l'avez vue là, c'est la date de son décès. Les gars, ils sont rentrés là-bas. Le gars a disjoncté à la maison. Donc, ils ont fait revenir les parents. Bon, ils l'ont envoyé dans des villages, ils ont fait des prières. Mais il n'a pas retrouvé toute sa tête. Le mec est resté comme ça, un peu à l'ouest, quoi. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Bon, le gars, il est resté comme ça. Jusqu'à ce que nous, on quitte le quartier, il était toujours un peu zinzin, on va dire, quoi. Donc, voilà, c'est pour dire, bon, il faut faire attention. Hein. Souvent, c'est avant d'héberger quelqu'un, il faut aller connaître chez elle. On ne croise pas quelqu'un tout de suite. Et puis, en même temps, elle à la maison, même quand on est seul, c'est quand même compliqué. Voilà, donc voilà, c'était mes 2 petites histoires. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, mais Papillon. Merci DMG, ouais, à bientôt. Je suis dans les commentaires. D'accord, dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Maïra. Comment ça va? Maïra, oui, ça va? Très bien, toi-même. Oui, ça va? Ouais, ça va, dis donc, ça va. Bon, moi, je suis de l'extrême nord, hein, sud de Marois. Mais je vis à Paris, je suis en France. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais raconter une petite histoire que moi, je ne vais pas très loin comme d'autres personnes. Ça, c'est moi quand j'étais à Garoua, mariée avec un blanc. Mon mari m'avait acheté une voiture. À l'époque, ça s'appelait Lada Samara. Il m'avait acheté ça. Toute neuve, hein. Après, maintenant, on m'appelle, on me dit mon papa est malade, gravement malade à Maroua. Garoua-Maroua, c'est à 210 km. J'ai pris la voiture, moi-même, je conduisais. Alors, j'ai cherché les gens pour voyager avec moi, je n'ai pas trouvé, même pas un. Bon, c'est pas grave. Je dis, c'est mon père, Dieu est grand. Maintenant, je conduis, je viens, je laisse par exemple 110 km de Garoua, entre Maroua et Garoua. La voiture là tombe en panne, Kinging. Toute neuve, hein, tombe en panne. Je démarre, ça ne va pas, ça va pas. Maintenant, j'ai enlevé le capot, je regarde les os de l'huile, de machin, il n'y a rien, tout est correct. D'un seul coup, aucune voiture est passée, hein. D'un seul coup, je vois un monsieur comme un bororo comme ça, les gens de Brousse là, les bororo là. Un court type comme ça là, avec un grand chapeau comme ça, il vient là, avec son bâton. Il vient, il me dit, Maïram Jo, ça veut dire que madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Baba, je t'ai le mot à Wonni. J'ai dit, ma voiture est gâtée. Après maintenant, il prend son bâton, il commence à taper sur le moteur de la voiture. Pam, 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 pam. J'ai dit, mais Baba, ça veut dire papa, ne tape pas sur le moteur, c'est pas bon avec le bâton. Il a rigolé, il a fait ça. Il a dit, démarre. Je démarre, c'est démarrer. Un seul coup, pap. J'ai pris 500 francs. À l'époque, je lui ai dit, prends ça là, papa, tu bois même l'eau avec. Il a dit, non, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai dit, merci, alors. Moi, je croyais qu'il habitait dans Brousse là-bas parce qu'eux, ils habitent avec leur bétail un peu en Brousse, tout ça. Et maintenant, je viens alors, j'ai fait encore 80 km. Je viens à Moutroua. Le jour là, c'était le jour de Ramadan. Je voulais casser le Ramadan. Je rentre dans une petite bar comme ça. J'ai pris un top grenadine, je me rappelle. Je vois les types là assis, en train de boire le top ananas. Quoi? J'ai commencé à danser les voyages. J'ai dit ça, c'est pas un... Je voulais lui parler tellement j'ai eu peur. Après, je suis allé chez le chef. Je suis rentré directement là-bas. J'ai dit, voilà. Le chef me dit, toi, tu es peureuse toujours, tu es comme ça depuis petite. Il m'a donné quelqu'un, on est arrivé alors à Maroc. Maintenant, je vire comme ça pour aller chez moi. Je le vois assis à côté des enfants qui vendent les oiseaux là, en route là, assis là. Et ce sont les enfants de mon quartier. C'est là alors que Mbaya est venu, hein, j'ai commencé à danser, c'est-à-dire que
On ne sait plus comment faire. Après, il vient, je rentre comme ça chez moi, on ferme le portail à Maroua. Maintenant, il vient. Par où il est entré, je ne sais pas. Il dit que de toute façon, ton papa va guérir. Mais il lui restait 3 ans. Il lui restait 3 ans. Et demain, là, il faut m'amener un mouton. Hein. Où tu m'avais trouvé là, tu viens avec ton oncle tel. Vous égorgez le mouton là, vous le laissez là-bas. Sinon, toi-même, tu es daï. J'ai expliqué ça à ma famille, tout. 2 jours après, on a amené le mouton. On a égorgé. Il a dit, il ne faut pas regarder en arrière. Quand vous égorgez, vous rentrez. Sans regarder par derrière. On a égorgé, on a laissé. Mon oncle, comme il est curieux, lui il a mis sur le rétroviseur, il regarde. Il n'y avait plus le mouton. Maintenant, je reviens encore à Maroua. Je pars à l'hôpital voir mon papa. Mon papa est guéri. Ça va. Alhamdoulilah, Dieu merci. Les 3 mois qu'il a donné là, exactement là, mon papa est mort 3 mois après. 3 mois après, comme il a donné, ce type-là. Je ne sais pas si c'est un diable, je ne sais pas. Mais depuis ce jour-là, hein, le type-ci, hein, à chaque fois que je vais à Maroua, dès que je mets ma tête comme ça pour dormir, je le vois toujours devant le portail. Mais il n'entre pas chez moi, devant le portail. Jusqu'à maintenant, jusqu'à j'ai vieilli. C'est ça que je voulais te raconter, quoi, mon fils. Alors, je ne sais pas comment tu trouvais ça comment? L'histoire là, tu trouves comment, mon fils? C'était 3 ans ou 3 mois? Non, 3 ans, pardon, je voulais dire 3 ans. Mon papa est mort, c'est vrai. Tu sais tellement que ce truc-là m'a traumatisé. C'est même plus... Qu'est-ce que j'ai dit même? Ouais. Merci beaucoup. Jusqu'à j'ai vieilli. Vraiment, jusqu'à j'ai vieilli là. L'histoire, c'est resté dans ma tête jusqu'à... On est revenu en France ici avec mon mari. C'est resté comme ça là. Je n'arrive pas à enlever ces trucs. Je n'arrive pas. C'est pas facile. Merci, papa. Merci, mon fils. Bonne soirée. Hein. Merci. Hein. Bonne soirée. Merci. Merci, papa. Merci. On vous dit souvent que nous ne sommes pas seulement entre jeunes dans le direct là, il y a aussi des personnes âgées là. Il faut souvent faire attention, les commentaires peuvent blesser les gens. Hein. Allô? Bonsoir. Allô? Axel. Bonsoir, DMG. Oui, bonsoir la famille. Bonsoir, likez, partagez, commentez. Bon, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Je vous avais emmené des vocaux sur WhatsApp, mais je pense que ça n'a pas été publié. Bon, je vais revenir sur une histoire que j'ai vécue personnellement. Okay. Alors, ça s'est passé en 2009. Bon, à l'époque, j'avais un magasin de cosmétiques et j'ai mon meilleur ami qui est garçon. Moi, j'ai des amis hommes. Et nous, on avait des galères, mais laisse tomber quoi. Donc, un jour, il m'appelle, il dit, ma soeur, c'était à la veille des fêtes. Il dit, ma soeur, je viens de découvrir un bon féticheur sur Internet. Hein. Donc, de toute façon, nous deux, on est galère là. On va aller le rencontrer. Je dis, mon cher, moi-même, ça fait 3 mois que le magasin, il n'y a même pas quelqu'un qui me demande les prix d'un article. Donc, on va aller voir. Comme aussi, j'avais la sale bouche. Je me suis dit, peut-être quelqu'un m'avait lancé un sort. Donc, on y va. On arrive là-bas à 19h30. Et encore, je rappelle que le matin du jour de rendez-vous, moi, mes parents et moi, on était à 500 mètres. Donc, j'étais un peu âgé. Je partais dire bonjour à papa, à maman. Quand je suis arrivé, papa m'a dit, où tu penses aller ce soir? N'y va pas. Donc, du coup, j'ai dit, mais lui, il a quel problème? On s'est disputé un peu. Il dit, non, n'y va pas. Je n'ai pas considéré. Et 19h30, mon copain et moi, mon ami, on y va. On a été reçus à 2h du matin. Quand on a été reçus, mon ami il est parti d'abord. Ensuite, c'était à mon tour. Quand j'arrive, le gars il me dit, ton papa il est très malade actuellement. Ce qui était vrai. Je dis oui, effectivement. Il dit, mais toi, ton problème c'est simple, c'est ton papa qui est à la base. Le truc c'est qu'il t'a mis dans un cercueil, mais il n'a pas fermé le cercueil entièrement. Donc la vie que tu mènes actuellement, là, tu devais mener 1000 fois plus que ça. Mais c'est pour te protéger qu'il t'a enfermé dans le cercueil. Donc, il se fait tard, vous allez rentrer, revenez. On était le 23 décembre, il a dit revenez le 29. Ok. Moi, j'ai payé ma consultation. La consultation, c'est 10 000. J'ai payé la consultation, on va. Le 29, mon meilleur ami et moi, on se ramène là-bas. Il me dit, bon, tu sais quoi? Je vais t'aider, mais il faut que toi aussi, tu m'aides en retour. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, non, en fait, tu as une étoile et moi, je voudrais que tu me donnes un enfant. J'ai dit, mais comment ça, un enfant? Je rappelle que j'étais en couple et j'avais déjà 2 enfants. Il dit, mais
moi, je ne suis pas venu ici pour avoir un enfant. Moi, je suis venu pour voir si j'ai fait du mal. Parce que souvent, quand on dit, il y a des sorts qu'on vous lance parce que vous parlez mal aux gens. Donc, peut-être que c'est mon cas. Il dit, non, tu n'as rien fait. Mais tu as quelque chose qui m'intéresse. Et si tu m'aides, moi aussi, je vais t'aider. Parce que tu seras une grande commerçante à l'avenir. Il dit, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Donc, il m'a donné un seau d'eau, aller dans la douche, me faire un bain. Bon, je me suis dit, bon, j'ai fait le bain. Je vous parle du 29 décembre. Janvier, pas de menstrues. Février, pas de menstrues. Mars, pas de menstrues. Avril, pas. Bon, en temps, moi, ça faisait un truc de 5 mois derrière, depuis décembre, que je n'avais pas de relation avec mon ancien conjoint parce qu'on était en Discord. Et lui, il s'en va voir mon papa et il lui dit, votre fille est enceinte, mais sincèrement, c'est pas de moi la grossesse parce qu'il y a longtemps, moi, j'ai pas de relation intime avec elle. Le lendemain, mes parents m'appellent. Qu'est-ce que tu allais fabriquer encore? Avec qui tu allais avoir des rapports? Quelle grossesse? Je dis, mais je ne suis pas enceinte. Mais il me dit, mais c'est vrai qu'au quartier, tout le monde disait, bonjour maman, bébé maman. Donc ça m'a interpellé au point où j'ai fait plus de 10 tests à 15 tests de grossesse, 0. Mais mon menstrues aussi ne venait pas. Et ok. Donc j'avais une voisine au rez-de-chaussée, moi j'étais au premier, elle était au rez-de-chaussée, qui avait sa soeur qui était malade. Moi je fais pas de... Je ne dors jamais. L'après-midi, je ne fais pas de sieste. Mais ce jour-là, il y a eu un petit sommeil. Et dans le sommeil, j'ai vu la sœur de mon ami qui était malade, qui était décédée. Quand je me suis réveillé, le portable a sonné. Et c'est elle qui m'appelait en pleurs. Ça se passe pas chez ma sœur. J'ai dit, c'est que ça là, c'est pas bon puisque je viens de rêver que ta sœur va mourir. Elle dit, il dit, bon, peut-être que c'est un rêve, on n'est qu'à prier. Du coup, quand je coupe, le médecin était dans son dos. Quand il se tourne, il lui dit, malheureusement, votre soeur est décédée. Elle me rappelle. Elle me dit, vraiment, Marie, Axel, tu avais raison. Ma soeur est décédée. Il dit, bon, ok. Fini des paparasses de l'hôpital et puis on se donne rendez-vous où tu sais. On avait un petit coin où on s'asseyait. Donc à 22h, elle est arrivée. On est allé manger. On a fini, on est rentré. Aux environs de 4h, parce que moi je dors souvent le dos sur le matelas et puis je croise les pieds. Je mets la main sur mon front. Voici une apparition dans ma chambre. C'est le féticheur en question. Il est dans la chambre. Il est en... Comment on appelle les choses des temps de Chaka Zulu, là, les petits chocotos. Les petits trucs au cachex, là. Vous voyez, non? En rouge. Et il y a 2 hommes qui m'attrapent. Donc, quand je me débat, je me retrouve dans un autre quartier. Ils sont là encore, ils m'attrapent. Au point où je me suis retrouvé dans une maison. Et puis, il y avait une vieille maman. J'étais parti me cacher chez elle. Et la vieille maman m'a dit, mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Elle dit, maman, il y a des gens qui me poursuivent. Elle dit, quand tu es allé chez le monsieur, est-ce que tu as payé ta consultation? Je dis oui. Elle dit, quels avaient été tes vœux? Je dis non. Je lui avais demandé si j'avais fait du mal à quelqu'un parce que mes activités ne bougeaient plus. Je payais le magasin à perte en fait. Parce que je n'avais pas de clients depuis plus de mois et puis j'avais pas de clients et je payais les magasins, je payais mes factures. Elle dit, bon, sors, va lui dire qu'il ne peut rien te faire. S'il n'a pas pu t'avoir physiquement, il ne pourra pas t'avoir spirituellement. Ok, je prends mon courage à 2 mains, je sors et je lui dis, tu ne peux... En temps, ils m'ont attrapé, le gars, il est nu maintenant. Je lui dis, tu ne pourras rien me faire, je te dois rien. Et je n'ai pas envie d'avoir un enfant avec un homme mystique. Automatiquement, je me réveille, il est aux alentours de 6h. Mon conjoint était à côté. Je l'ai réveillé, j'ai dit, réveille-toi, réveille-toi. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit, prions. C'était la première fois, après 9 ans de vie commune, que ce monsieur-là me prenne au sérieux comme ça. Hein. On s'est arrêté sur le lit, on a commencé à prier jusqu'à vers 8h. Il m'a dit, bon, moi je vais aller au travail. Et j'ai dit, ok. Donc moi je descends du lit. Vous voyez, quand on fait les jeux de reins et puis le ventre monte, le ventre descend. J'ai eu comme s'il y avait un serpent qui bougeait dans le ventre a commencé à faire des vagues là. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, moi-même je ne sais pas. Et puis, voici du sang qui coule. J'ai dit, tu as vu? Il dit, mais c'est quoi? Il dit, si je t'explique ce que je suis allé faire, tu ne vas pas croire, mais regarde, je ne suis pas enceinte. C'était une attaque spirituelle. Il dit, Il dit, va te laver, va te laver. Donc, je suis allé me laver. Le même jour, dans l'après-midi, aux environs de 14h, mon meilleur ami m'appelle. Il dit, la go, c'est comment? J'ai dit, mon frère, moi, je suis là. Si je t'explique. Il dit, mais en fait, il y a le féticheur là qui vient de m'appeler. Il dit, il veut te voir. Il dit, bon? Il dit, oui, il veut te voir aujourd'hui à 19h30. Il dit, bon, d'accord. Il dit, mais néanmoins, ne va pas sans moi. Attends-moi, je viens, puis on y va. J'ai dit, ok.
Donc, mon ami vient 17h, 19h30, heure du rendez-vous. Dans le quartier où j'habitais, il y avait un grand rond-point. Il y a toujours ce grand rond-point. Je ne vais pas dire où parce que les gens, mon nom déjà, ils savent. Donc, on arrive à 100 mètres, je cogne un petit caillou, mes sandales se décollent. Ah, je soulève mes sandales. Au moment d'arriver au niveau du monsieur, non, retourne-toi, ne m'approche pas. Il dit, mais tu m'as donné rendez-vous. Non, je veux juste te dire, à compter d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais que tu me contactes. Il dit, mais je te fais quoi? Il dit, non, je ne veux pas de problème avec ton père. Je ne veux pas de problème avec ton père. Il dit, ah bon? Vous te connaissez mon papa? Il dit, non, c'est qu'est-ce que moi je viens de te dire. Je t'ai laissé en paix, laisse-moi en paix, laissez-moi en paix, je ne veux pas de problème. Et il a pris sa voiture, il a démarré, il est parti. Dans la minute qui a suivi, mon papa m'appelle. Axel, tu es où? J'ai dit, moi je suis au rond-point, il dit, je vais te voir. Actuellement même, je suis devant la terrasse, je t'attends. Viens vite. Puisque je ne suis pas loin de mes parents, comme je disais, j'arrive, il me fait asseoir. Il dit, je t'avais prévenu de ne pas mettre tes pieds où tu es parti. J'ai réglé le problème, que ce soit la dernière fois. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour régler tes problèmes. Le moment venu, là, tout va se mettre en place. Il dit, ah, ok. Il dit, je t'ai dit, hein, parce que tu ne sais pas d'où je suis parti t'enlever, que ce soit la première ou la dernière fois. Bon, comme quoi, moi, j'ai pas de... L'histoire se termine là, hein. Pour le féticheur, il y en a plein d'autres, puisque je t'ai envoyé 3 histoires via WhatsApp. Mais ce que je pourrais dire, c'est que, bon, je sais pas pourquoi il a voulu me faire un enfant, en fait. J'ai pas compris. Bon, j'ai pas compris. Je n'ai même pas de morale à ça. Moi, tout ce que j'ai fait maintenant, c'est attention. J'ai attention, il faut mieux aller à toi prier et puis faire confiance à Dieu. Mais ces gens de personnes-là, vous voyez comment ça a failli tourner au vinaigre et failli perdre. Non seulement, bon, le foyer n'est plus d'actualité, mais j'ai dit à l'époque, c'était comme si c'était... Mes parents étaient découragés, ils ont cru que j'avais trompé le père de mes enfants, alors que c'était pas ça. Donc, c'était ma petite histoire. Et puis, vraiment liker, partager, que Dieu donne la longue vie à DMG. Merci de nous édifier. Bonne soirée, bon week-end à vous. Bye bye. Merci beaucoup, Axel, pour l'histoire. Hello DMG. Allô, bonsoir Rose. Je ne sais pas si tu me suis. Parce Oui, que ça très bien. bloque un peu de mon côté là. Ouais, je te suis bien. D'accord. Je vais te raconter une histoire qu'on m'a aussi racontée cette semaine, mais je me dis ça va édifier les jeunes qui sont dans le live. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc vraiment, moi, c'est la morale de l'histoire. C'est que tout ce qui brille n'est pas or. On peut rencontrer une personne avec qui construire sa vie et savoir d'où vient l'argent que cette personne a. Donc, je préfère commencer par là. L'histoire, c'est quoi? On me l'a raconté et c'est encore récent. Donc, je vais faire l'effort de ne pas faire connaître ni le pays de l'individu qui vit cette histoire actuellement parce qu'elle va de maison de prière en maison de prière avec ses parents pour essayer de trouver une porte de sortie. En fait, c'est une jeune dame qui rencontre un monsieur qui est vraiment, comme les jeunes disent maintenant, caviar. Donc, très riche et tout. Tous sont africains. Le monsieur l'épouse, il la gâte énormément. Il la gâte, mais énormément. Elle fait une première fausse couche. Tout le monde essaye de la consoler. On lui dit, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, ça peut arriver. Ça montre au moins ce que tu peux concevoir. Ne perds pas espoir, ça va aller. DMG, une deuxième fausse couche, une troisième fausse couche. Donc, ces gens, 1 an après, c'est ainsi de suite. Et elle se dit fort heureusement, son mari ne prend pas mal. Tu sais qu'en Afrique, lorsque la femme n'arrive pas à accoucher, elle commence à avoir peur, quoi, pour la stabilité de son couple. Mais son mari lui dit non, ça va aller, ça va aller. Il la réconforte énormément. Parfois même, il l'amène à l'étranger quand ça arrive comme ça et tout. Selon elle, c'est ce qu'elle pensait, pour qu'elle essaye comment on dit ça, évacuer le trauma elle aurait reçu. Et puis un jour, après un de leurs voyages, justement, dans la nuit, le mari lui dit, écoute, maintenant je pense que je peux te dire l'origine de ma fortune, mais n'aie crainte, ça va aller, parce que toi et moi, on est mariés, donc on est une personne. Ce que j'ai fait, ça veut dire que toi aussi tu l'as fait, on est maintenant une seule personne. Le mariage, c'est un pacte.
Quand nous signons un acte de mariage, chacun le signe. Donc, ça veut dire vraiment, on est une personne. Ma femme, tu n'auras rien, n'aie pas peur, tu n'auras rien, tu n'auras qu'à suivre les instructions qu'on va te donner, tu le fais sans crainte. Tu es ma femme, rien ne va t'arriver parce que tu es avec moi, n'aie pas peur. La fille dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle ne comprend pas, quoi. Il lui dit, ok, voilà l'histoire, c'est quoi? C'est que ma mère va te présenter un jeune homme, tu vas coucher avec ce jeune homme-là. Donc la mère du monsieur, tu vas coucher avec ce jeune homme-là. À un moment, ma mère prendra le sperme que tu auras donné ce jeune homme, introduit ce jeune homme. Elle va te l'asperger sur le ventre et tout. C'est des rituels, hein. C'est vraiment tout ce qui est de plus anodin. Tu sais, tous les couples là dehors font leurs choses pour maintenir leur vie. Voilà. Et puis n'aie pas peur. Ma mère, c'est ta belle-mère. Donc quelque part, c'est ta maman. N'aie pas peur. La fille dit quoi? Jamais de la vie. L'autre là, vraiment, je ne peux pas. Le gars essaie de la m'adouer. Il me dit, mais il te manque quoi? Tu ne m'as jamais rien dit. Elle lui dit que vraiment, l'acte de mariage que je signais avec toi, ce n'était pas pour ce genre de choses. Malheureusement, elle n'en parle pas à sa famille. Donc, elle garde. Vous savez, parfois dans le couple, on vit des choses, on ne veut pas, avec la honte et tout, on ne veut pas encore partager. Surtout en Afrique où parfois tout est mal interprété, tout est mal compris. Donc, elle garde ça pour elle. 2 jours après, elle commence à avoir mal du côté, vraiment, excusez les mots, hein, je ne sais pas comment, moi j'appelle chacha. Bon, elle commence à avoir mal au niveau de son appareil génital. Elle commence à avoir très très mal, très très mal. Elle va faire sa toilette, 2 vers de terre sortent de son appareil génital. Dépassé, parce que son mari n'était pas à la maison, mais elle a très très mal au ventre. Elle appelle un taxi, le taxi l'amène à l'hôpital. Et justement, là-bas, encore à l'hôpital, le gynéco essaie de voir et tout. Et lui aussi retire encore d'autres. Mais je vous dis pas les asticots, mais les vers de terre. Ah, ça, le monsieur lui dit que ça, là, j'ai souvent vu des choses, mais l'autre, si ce n'est pas le médecin, il lui dit vraiment, ça, là, ce n'est plus à mon niveau et tout, je comprends pas. Au lieu qu'elle en parle à sa mère qui était encore vivante ou à ses parents, madame revient encore dans cette maison. Comme si on avait mangé sa tête. Quand son mari revient le soir, il lui demande c'est comment, elle dit que moi elle a trop mal. Elle lui explique, hein. Le gars lui dit que mais moi je te parle, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas, tu veux seulement souffrir. Pourquoi tu veux seulement souffrir et tout, ça va bien. Et je t'ai dit ce n'est qu'un rituel, hein, ça va passer et tout. Bref, quand le gars voit comment sa femme là ne fait que se tordre de douleur, il appelle sa mère et sa mère vient avec un jeune. On dit moins de 20 ans, à ce que la personne qui m'a raconté l'histoire aussi dit. Et la mère ordonne au jeune de coucher sa belle-fille. Mais, en fait, vraiment, je vais utiliser quel mot? Par derrière. Parce qu'il ne faut pas qu'on bloque ton live, en fait. Donc, quand je dis par derrière, j'espère que les gens comprennent. Elle dit que, bon, elle ne peut pas se débattre contre 3 personnes. Son mari est là, le jeune homme est là, sa belle-mère est là. Donc, vraiment, c'était cuit pour elle. Le gars a fait tout ce qu'il a voulu faire et tout. Voilà. Il a laissé sa semence. Sa belle-mère a pris cela. Elle a fait comme son mari lui avait dit. Elle a appliqué ça sur le ventre de la fille. La douleur qu'elle avait donc, tu vois, la douleur qu'elle ressentait, parce que déjà son ventre aussi gonflait. Avec son appareil génital, ça gonflait. Donc cette douleur, dès qu'elle a eu à faire ça, ça a baissé. Le jeune homme est reparti. Où il venait d'où? Elle a dit qu'elle ne sait pas. La grand-mère, sa belle-mère est repartie avec le jeune homme. Alors quand elle repart avec le jeune homme, son mari lui dit, est-ce que tu as encore mal? Et tout. Et vraiment, elle n'avait plus mal. Mais psychologiquement, parce que ça, c'est vraiment du surnaturel que ta propre belle-mère et tout ce qu'elle a d'abord vécu. Elle dit qu'elle est restée là. Bon, elle était déjà triste dans la maison, mais elle n'en parlait pas. À un moment, elle a pris son courage. Elle est partie dire à ses parents que voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu et tout. Sa mère lui dit, mais nous, tes parents encore vivants, dès qu'ils t'ont même fait la demande de ce genre de choses, c'est le même jour qu'il fallait nous en informer, parce que peut-être là maintenant tu allais tellement loin dans leur pratique que vraiment je ne sais pas.
DMG, dès qu'elle a raconté ça à ses parents, justement, elle a recommencé alors à faire sortir les vers de terre. Il dit, il semble que ces jours-ci, c'est seulement ça et tout et tout. On l'amène maintenant de prière en prière et de prière en prière. Voilà, c'est ce que ça m'a tellement choqué. La dernière fois que j'ai même, quand je te disais que j'avais une deuxième histoire, c'était cette histoire-là. Malheureusement, on est arrivé à la fin du live. Donc vraiment, à nos jeunes sœurs, c'est vrai la vie. Mais tout ce qui brille n'est pas. Vous trouvez déjà, si vous ne connaissez pas l'origine de sa richesse, franchement, les histoires de hommes d'affaires qui ont vendu l'arachide, la graine d'arachide à 1 milliard, là, vraiment, il faut être bête pour croire en ce genre de choses. C'est la première histoire que je voulais raconter. Bon, s'il y a encore du temps, parce qu'il ne faut pas que j'ai une deuxième, mais peut-être si on a le temps, je remonterai en fait. D'accord, merci beaucoup, Rose. Les filles ont suivi, non? Cette histoire que je suis tombé sur un gars, vraiment, il est posé, il est gentil, il ne dérange pas, il est millionnaire, et il a commencé à travailler très jeune, à 12 ans, il avait quitté la maison familiale, il a commencé à vendre les arachides, il vendait un verre d'arachide à 100 francs, après, maintenant il est mis. Calmez-vous. C'est souvent ça que les filles utilisent pour nous mettre la pression en nous. Mais tu vois pas le Fils de Dieu donner, comment lui, il est à 14 ans, il a la voiture, ah bon, hein? Ah bon? Et puis comme elle a dit aussi, c'est clair que dans plusieurs relations, maintenant c'est là, que ce soit même que ce soit le copinage, que ce soit le mariage même, il y a plein de femmes, plein d'hommes qui endurent tellement de peine et tellement la peur de partir se plaindre chez la belle famille ou bien chez même ses parents, de peur que... Parce qu'il y a aussi la réalité que une fois que tu te plains de ta copine ou bien de ton copain chez ton père ou ta mère, eux ils ne vont jamais oublier ce que ton copain ou ta copine a fait. Même si toi tu as pardonné, eux ils ne vont jamais pardonner ça. Ça c'est vrai. Mais il y a des choses avec une limite que gars, quand ça t'arrive dans ton couple, il est important de se plaindre chez ses parents ou bien même chez les parents de ton partenaire, ta partenaire. Ça. Toi-même tu dois pouvoir regarder les deux côtés. Est-ce que je parle ou je ne parle pas? Je dois être adulte. C'est pourquoi les relations amoureuses, c'est pas pour les enfants. Si tu ne peux pas vraiment bien réfléchir vite, tu restes seul. Tout le monde n'est pas obligé d'être en couple. Bonsoir DMG. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous les abonnés. Je voudrais raconter une petite histoire quand j'étais jeune. Ça peut édifier certaines jeunes filles. D'accord, je vais te prendre après. J'étais en concubinage avec mon petit ami. Dans l'enfance, il m'a enceintée, je suis allée vivre avec lui. Du coup, dans son village, il y avait une histoire où les femmes ne quittaient pas le foyer. Si tu as des problèmes avec ton ami, ton mari, tu ne dois pas emballer, chercher à fuir ou tu veux aller chez tes parents. Non. Quand tu le fais, il y avait une panthère qui t'attendait au bosquet. Si tu acceptes ou tu veux nier, tu veux voir avec tes propres yeux, tu devais rencontrer l'animal là, puis il te faisait peur, tu revenais. Du coup, je ne croyais pas à cette histoire, mais je l'avais entendue. Un jour, j'étais très en colère, je voulais fuir, je voulais aller chez ma mère. Ma mère n'était pas très loin de là où j'étais en mariage. Ce matin, au petit matin, vers 4h35, quand je me lève, j'ouvre la porte. J'étais enceinte du deuxième enfant, enceinte de 4 mois. J'ai trouvé une flamme devant la porte. C'était sur un arbre. Vous voyez là où les branches se divisent, c'est là où il y avait une flamme. On dirait que les gens activaient même le feu, les étincelles. J'ai eu peur. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai refermé la porte. Le matin, le jour se lève, je suis allée voir mon beau grand-père, je lui ai expliqué. Il dit voilà ce que j'ai vu ce petit matin devant la porte. Il me dit pourquoi tu as ouvert la porte. J'ai dit je voulais me soulager. Il me dit non, tu ne voulais pas te soulager. Il ne faut plus jamais essayer un autre jour ce que tu as fait. Tu as compris? J'ai dit j'ai compris.
Quand j'ouvre la cuisine, je commence à faire le petit déjeuner et je faisais mon petit commerce au village, faire les beignets bouillis haricots le matin. Je vois une grand-mère venir avec le bâton. Elle est arrivée, elle me dit, ma petite fille, bonjour. J'ai dit bonjour. Elle me demande, tu vas bien? Je dis oui. Elle me dit, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé la viande. Donc, si tu peux me donner un peu de viande. Je lui ai dit, maman, ici à la maison, il n'y a pas la viande. Mais je vais te trouver 500. Tu pourras trouver là où les femmes vendent la viande au village. Tu vas manger. Elle me dit merci. Je suis rentrée dans ma cuisine, j'ai pris le bifaka, la sardine fumée. J'ai emballé, je lui ai donné un morceau de savon, un peu de sel. Elle me dit, que Dieu te protège. Ta main t'a sauvé, ton cœur t'a sauvé. Tu as compris? J'ai dit oui, grand-mère. Je lui demande, ça m'a sauvé, est-ce que je suis malade? À l'époque, j'étais encore très jeune, je ne savais même pas ce qui se passait. Elle me dit, ta main t'a sauvé, ton cœur t'a sauvé. Tu as compris? J'ai dit oui, maman. Elle est partie. Quand elle est partie, je rappelle mon petit beau-frère, je lui explique. Il me dit, une grand-mère qui habite à 3 km d'ici est venue me voir, me demander des choses et elle s'est assise à l'entrée de la porte. Elle n'est pas rentrée. Elle me posait des questions, m'a demandé des choses, je lui ai donné. Mais je ne comprends pas. Je voulais même lui expliquer que j'ai vu la flamme le matin devant la porte. Il me dit, mais il ne fallait pas lui dire ça. Tu sais que c'est qui? Tu connais cette grand-mère? Je dis non. Mais elle m'a dit qu'elle habite à 3 km d'ici. J'ai dit d'accord. Il me dit d'accord. Il ne faut plus raconter ça à quelqu'un. Si tu as déjà dit au grand-père, c'est bon. Quand mon mari est arrivé, je lui ai expliqué. C'est là où il revient encore dans l'histoire. Il me dit, dans ce village, l'interdit ici, il y a l'interdiction dans ce village. Si tu veux fuir le mariage, ne rentre pas dans le bosquet seul. Tu vas rencontrer l'animal qui va te faire rentrer. L'animal, là, notre animal d'ici, c'est la panthère. Donc, ne fuis jamais ce village. Tu as compris? Je dis oui. Je lui ai expliqué donc ce que j'ai donné, l'histoire de la flamme, et j'ai donné les choses à une grand-mère. Il me dit justement, parce que peut-être, si ce n'est pas le bébé, c'est toi-même qu'on devait manger, parce que tu es étrangère ici. Mais en échange, tu as donné quelque chose. Donc la chair qu'elle t'a demandé, la viande qu'elle t'a demandé, je ne sais pas comment expliquer en français parce qu'elle a dit, je pense que c'est ça qu'on appelle la dent saillante. Elle veut manger de la chair, quoi, quelque chose qui pique à la bouche, une petite nourriture pimentée. Donc tu as payé ta vie et la vie de l'enfant. J'ai dit d'accord. Jusqu'au jour où je suis quittée de ce village avec mon mari, on allait s'installer en ville. Je ne suis plus jamais sortie au petit matin même pour sortir ou venir dehors ou aller vite à la plantation ou aller puiser de l'eau. Jusqu'à je ne suis plus ressortie. Mais quand j'ai accouché, il paraît que les gens qui étaient avec moi quand j'ai accouché, j'étais inconsciente sur la table. Mais quand je me suis réveillée, les 2 yeux avaient les taches de sang à l'intérieur, comme si on m'avait battu, on m'avait donné les coups aux yeux, comme si on, je sais pas, tous les 2 yeux étaient rouges. Il y avait 2 taches à l'intérieur des yeux. La même maman est revenue passer là où j'étais. Je suis allée me reposer chez ma maman, faire l'eau chaude. Elle m'a dit, ta main t'a sauvé. Ton cœur t'a sauvé. Tu as compris? J'ai dit, ma petite fille, ne change jamais. Il faut toujours donner. Il faut toujours recevoir n'importe qui. Tu ne sais pas qui est venu te sauver ou bien la personne qui est venue t'achever. Mais ce qui est sûr, la bonne personne va t'apporter le bonheur, mais la mauvaise viendra t'achever. Mais tu sauras faire la différence entre les deux. C'est là où j'ai trouvé que cette histoire était une histoire vraiment compliqué, que j'ai risqué ma vie, même la vie du bébé que je portais. Donc, pour un petit conseil, parfois quand tu vas dans un village ou bien
une ville ou un quartier, si on te dit ne fais jamais ça, faut pas désobéir. Tu ne sais pas pourquoi on te dit ça et il faut toujours avoir la main, le partager. Tu pourras payer ta tête ou sauver un membre de ta famille à cause du partage. C'est la petite histoire que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Les histoires des villages là, surtout quand tu pars dans le village de quelqu'un, il faut faire l'effort de respecter toutes les consignes. C'est comme ça que j'ai appris une histoire comme ça. Une maman qui devait quitter son village pour arriver en ville. À l'époque, pour avoir les motos, c'était les problèmes. Et donc, elle s'engage comme ça à prendre la route. Et la ville qui est tellement loin, il faut traverser plusieurs villages. C'est comme ça qu'une fois, elle prend la route avec sa petite fille. Elle commence à marcher, elle marche. La nuit, elle l'a trouvée en route. Et comme il se faisait tard, sans téléphone, et il n'y a pas de lumière, de torche, c'était pas évident. Elle décide de s'arrêter dans un autre village. Juste le temps de dormir, le lendemain, continuer sa route. Maintenant, quand elle s'arrête, donc, elle toque la porte d'une femme. La femme ouvre la porte. Elle explique, ok, voilà, je suis encore de partir en ville. La nuit m'a trouvé en route. Est-ce que je peux m'arrêter ici? Elle dit oui. Elle part donc dans la chambre où elle va se coucher. Sauf qu'elle lui fait comprendre que si tu entends les bruits dehors ou dedans, ne te gêne pas de... C'est normal. C'est comme ça que ça passe ici là chaque soir. Elle a dit ok. Elle est partie se coucher avec sa petite fille. Après un temps, elle se rend compte que vers 23h minuit, elle se rend compte qu'il y a une présence sur le lit. C'est un peu comme si c'était un singe, tellement avec beaucoup de cheveux, beaucoup de poils en fait. Elle n'a même pas bronché, elle n'a pas dit un mot. Son cœur a failli s'arrêter, mais elle a seulement serré son enfant fort sur son corps, sur sa poitrine, autant pour moi. Et c'est comme ça que le matin, elle n'a pas pu dormir encore. Le matin, elle se rend compte qu'il n'y a plus personne dans la chambre. Et le matin, elle explique donc à celle qui l'hébergeait vient donc se plaindre elle nous demandait que est-ce que tu n'as rien ressenti la nuit? Elle dit si, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de cheveux, beaucoup de poils sur le lit et tout ça là avec une présence. Elle dit ok, si tu es encore en vie, c'est bien. Ça veut dire que tu n'as pas de mauvais esprit ou bien tu n'as pas la sorcellerie dans le corps. Parce que celui qui est venu, c'est le plus grand sorcier du village. Et généralement, quand les étrangers arrivent ici, ils passent dans leur chambre pour tester s'ils sont sorciers ou pas. Donc si tu étais sorcière, il t'aurait tué. C'est pour ça que le lendemain, elle a continué sa route. Donc imagine un peu, ça t'arrive à toi. Tu es coincé, peut-être que tu es parti faire la fête quelque part et il a tellement plu, tu ne peux pas rentrer, tu dois dormir chez un ami ou bien chez une amie. Et après, pendant que tu dors, tu te rends compte qu'il y a une présence lourde sur toi. Pas que tu es endormi même. Quand tu te réveilles, tu sens carrément dans le noir, tu sens carrément qu'il y a une présence lourde sur toi. Tu vas faire comment? Tu commences par où? Tu commences à pleurer en anglais ou en français? Bonsoir. Salut quoi, chef? Ça va et toi? Depuis il y a temps là. Ouais, nous tous on attend, pardon. Excusez-moi seulement. Ah non, c'est bon. Bon, j'ai une courte histoire qui m'est arrivée hier que je voulais partager avec la famille BM. Ok. Hier, aux environs de minuit, parce que moi je travaille de nuit, je suis en Italie. Il y a un numéro. Bon, c'est une fille qui est posée, elle est sur TikTok. Elle m'a écrit tout ça. Après, elle a demandé mon numéro. Hier, comment dire ça? Les vidéos, bon, je ne vais pas en couple le live. Les vidéos nues, quoi. Ça, elle m'envoie les vidéos. Elle m'appelle, elle me demande quelle est la photo de mon sexe. Après, je lui demande, tu veux la photo de mon sexe? Pourquoi? Ça va te servir à quoi? Pendant 10 heures de temps, depuis minuit jusqu'à 8 heures,
C'est ça, il voulait m'appeler, je l'ai bloqué, changé de numéro. Bon, Et j'espère que l'histoire là est mystique, hein. oui, c'est mystique, c'est mystique. Ok. C'est après, bon, la fille, c'est une Italienne, en fait. Elle vit à Rome, moi, je suis un peu distant d'elle. Oui, c'est après, vers 10h du matin, qu'elle m'envoie un long message pour me dire que non, mon étoile brille, que si j'envoie ma photo comme ça, j'avais bloqué, qu'elle avait pas mon étoile, elle dit mal qu'elle veut me voir. Jusqu'à maintenant, les messages sur WhatsApp, les différents numéros, qu'elle veut me voir comme ça, qu'elle veut qu'on fasse un pacte qu'elle me donne, c'est quoi, la richesse contre mon étoile. Bon, c'est ma petite histoire que je voulais partager. Pas souvent, il y a les numéros qui appellent les gens pour dire faut filmer ça, tu envoies. C'est mystique, tu peux filmer, tu envoies, comme ça, tu as gâté ta vie. On prend ton étoile, toi tu ne connais pas. Bon, c'était un peu mon histoire, quoi. Merci beaucoup, Junior. Ouais, de rien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, toi-même. Ouais, ça va. Moi, j'entends pas très bien. C'est la première fois que je sors de faire un live. Je voulais raconter une petite histoire de mon village. Alors, je suis en France en ce moment, mais j'ai vécu longtemps au Cameroun, à Douala. Et on avait un oncle qui vivait avec nous, parce qu'on est du centre. Donc, on avait un oncle qui venait du village que mon père avait fait venir. Donc, il vivait avec nous tranquille à la maison. Donc, vraiment très sympa, gentil, vraiment l'oncle adoré, quoi. Et après, finalement, mon père construit, ma mère va au village tout le temps, elle va construire la maison. Donc, il y a déjà une maison au village. Et entre temps, au village, là-bas, j'avais un grand-père qui avait, bref, on ne connaissait pas son âge. Il était aveugle, il était vieux. Des fois, on disait 100, des fois, on disait 150 ans. Donc, franchement, c'était une énigme. Donc, mon oncle, on décide donc, va vivre au village maintenant, comme il y a déjà la maison et tout. Au moins, tu peux faire tes plantations, nanana. Alors, mon oncle, il va au village. Il va, c'est lui qui est là-bas. Et ma mère, je vais pas être très long parce que sinon, ça va être... Ma mère allait donc de temps en temps et tout. Et généralement, mon grand-père de 150 ans, là, je connais pas son âge, hein, il disait toujours à ma mère, écoute Doro, on appelle ma mère Doro, écoute Doro, si tu n'as rien dans le ventre, ne te dérange pas, dors tranquille. Ma mère n'a rien dans le ventre, elle allait faire ses choses. Finalement, donc, une fois, elle arrive au village, mon oncle était déjà installé. Et mon grand-père, là, l'appelle, il lui dit, Adoro, je vais parler un peu en Néondo, je vais expliquer. Adoro, Karni Abba, dites à Abba, mon oncle là s'appelle Abba. Dites-lui qu'il est très virulent là dehors. Ma mère dit, mais virulent comment? Il dit, il est virulent. Dites-lui de se calmer. Ma mère ne comprend rien. Ma mère dit à mon oncle que, mais voilà, Anyang Naï dit de te calmer, tu es virulent dehors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, mon grand-père là, il avait un totem, c'est-à-dire un énorme serpent. C'était le prince, en fait. Il avait un énorme serpent qui entourait toute la maison et tout. Ben, nous, des fois qu'on allait en vacances, le serpent arrive, on commence à courir. Le serpent dit non, il ne vous fera rien. Bon, quand je dis grand-père, c'était un oncle de mon père, en fait. C'était pas vraiment mon grand-père direct, mais c'était un oncle de mon père. Donc, voilà comme ça que Nyangna dit qu'à foutez-moi la paix. En fait, quand Nyangna arrive au village, quand Abba, mon oncle, arrive au village, la sorcellerie qu'il avait cachée qu'on était à Douala, il a tout remis sur la table. Il a donc commencé à provoquer le grand-père et tous les autres sorciers du village, la catastrophe totale. Donc, une fois, Nyangna là, il a beaucoup accusé. Après, il a dit finalement, quand il va lui arriver quelque chose, ne viennez pas dire après que c'est moi, parce que j'ai averti. Mon oncle continue à les emmerder et tout. Alors un jour, mon oncle rentre tu sais, les villageois, quand ils vont, on appelle la route où ils vont boire les bières et tout. Donc, ils rentrent toujours tard dans les bosquets, ils marchent seuls, ils n'ont pas peur. Alors, mon oncle là, il rentre tout seul, il était peut-être 1 ou 2 heures du matin. Il rentre, pendant qu'il marche dans le bosquet, il entend quelqu'un marcher derrière lui avec une canne, c'est-à-dire la canne faisait toum. Il avance, il demande, mais qui est là? La personne répond toum, il continue d'avancer, toum derrière lui. Et mon
grand-père, là, effectivement, avait une canne. Aveugle, hein? Il montait sur les cocotiers de 2 mètres de hauteur. Toum, toum, le gars marche, il arrive à la maison. La canne le suit jusque dans la chambre. La canne l'a suivi. Mon oncle est tombé malade. Il a commencé à dire, si je meurs, c'est Abba, c'est Nyangna, c'est mon grand-père là et tout. C'est Nyangna. Ma mère lui a dit que Nyangna t'avait prévenu, non? Il est mort, hein? Il est mort. Mon grand-père là l'a fini, quoi. Donc, et mon grand-père encore resté longtemps vivant, peut-être même 15 ans après, hein, il est mort lui aussi, finalement. Donc voilà ma petite histoire. La famille là, c'est les nerfs de la famille, hein? Non, c'est là-bas les avions, comment on dit, atterrissent et ravagent un champ de plantains de 3 hectares, hein, quand ça a craché. Donc c'est compliqué là-bas. Mais bon, ça va beaucoup mieux parce que mon père disait à l'époque, au moins il y avait 50 personnes qui disparaissaient en une semaine. Et lui, ses parents ont fui avec eux, ils sont allés plus loin. C'est après, bon, ça s'est beaucoup plus calmé maintenant. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Voilà.